Hey, salut, c'est Jeanne pour Incellulo. Si je continue à te parler de maladies mortelles, tu vas finir par te poser des questions sur ma santé mentale. Mais bon, toutes ces maladies, elles permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement normal de notre organisme quand tout va bien. Alors, désolé, mais on va encore parler d'une histoire triste. Mais ce cas est aussi complètement unique, dans des circonstances très particulières et, il faut le dire, carrément fou. Aujourd'hui, on va parler d'un homme mort d'un cancer qui n'était pas humain. Pour bien commencer, il va falloir qu'on comprenne ce qu'est un cancer. Et contrairement à des bactéries ou à des parasites, la particularité du cancer, c'est que le problème vient de nos propres cellules. Dans notre corps, tous les jours, des cellules meurent, pas de panique, c'est un processus tout à fait normal, et d'autres vont se diviser pour les remplacer et garder nos organes fonctionnels. Tous ces mécanismes sont finement régulés pour que chaque cellule se comporte selon son rôle. Sauf que dans les cas de cancer, une cellule, du fait d'une mutation de son ADN, va échapper à ces contrôles et commencer à se multiplier de façon anarchique, créant une tumeur. Il y a une dizaine d'années, on voyait la tumeur comme un amas de cellules cancéreuses bien homogènes. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plus compliqué que ça. En fait, la tumeur, elle est constituée de cellules cancéreuses, oui, mais elles ne sont pas homogènes. À partir de la cellule anormale de départ, plusieurs populations de cellules vont dériver avec des mutations différentes et donc des capacités différentes. C'est ce qui explique qu'après un traitement, il faut particulièrement surveiller les patients. En effet, le traitement peut parfois combattre pratiquement toutes les cellules cancéreuses, mais si une population, même toute petite, a résisté au traitement, elle peut potentiellement recréer une nouvelle tumeur. Que du coup, cette nouvelle tumeur étant issue de cellules résistantes au premier traitement, il faudra changer de stratégie thérapeutique. Et pour étudier la tumeur, il faut aussi s'intéresser à son environnement, que les cellules cancéreuses modifient pour favoriser leur survie. Par exemple, en créant des nouveaux vaisseaux sanguins pour qu'ils lui apportent de l'oxygène ou des nutriments. Enfin, certaines cellules de la tumeur de départ, dites primaires, peuvent migrer et au bout d'un long voyage s'installer dans un autre tissu et créer une tumeur secondaire, qu'on appelle une métastase. Je m'arrête là pour aujourd'hui sur le fonctionnement des tumeurs, mais c'est clairement un mécanisme fascinant sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos. En attendant, tu peux aller voir la super vidéo de Science Étonnante dont je mets le lien en description. Même si y a de quoi rager qu'un physicien fasse une si bonne vidéo sur le cancer. Est-ce que je viens de faire des vidéos sur la physique quantique, moi? Non! Oui, non, j'en serais pas capable. Bon bref, en tout cas, le cancer est une maladie de notre propre corps, donc normalement pas transmissible d'un individu à un autre. Il y a bien des cas de cancer contagieux dans certaines espèces, comme le diable de Tasmanie ou certains bivalves, mais ce n'est normalement pas le cas chez l'homme. Et là, tu lèves peut-être un sourcil interrogateur en pensant au vaccin contre le cancer du col de l'utérus, qui serait transmissible par voie sexuelle. Sauf qu'en fait, c'est un abus de langage. Le vaccin protège en fait du papillomavirus, un virus qui est bien transmissible par la voie sexuelle et qui peut, en créant des mutations ADN, être responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Mais le cancer lui-même est bien issu de nos cellules et n'est pas transmissible en tant que tel. Et s'il est important de vacciner les jeunes, c'est que le vaccin n'est efficace que s'il est administré avant le premier contact, c'est-à-dire avant le début de la vie sexuelle. D'autant plus que les papillomavirus sont extrêmement répandus. Jusqu'à 80 à 90% de la population sera touchée au moins une fois dans la vie. Et j'ai dit les jeunes et pas les jeunes filles, puisque les garçons, même s'ils présentent pas ou peu de symptômes, représentent un réservoir pour le virus. Et donc ils peuvent le transmettre sans même savoir qu'ils sont porteurs. Donc pour endiguer le papillomavirus, il faudrait vacciner les jeunes filles qui présentent des risques de cancer de l'utérus, mais aussi les jeunes garçons pour freiner la transmission. Et si vous découvrez que vous êtes porteuse du papillomavirus, pas de panique. L'infection se résorbe la plupart du temps toute seule, sans créer de cancer. Il est simplement important de vous faire suivre par un docteur de la Schneck. Et même si vous n'êtes pas porteuse d'ailleurs. Bon bref, après cette minute pro-vaccin et allopathie, on passe au storytelling. Big Pharma, c'est quand vous voulez pour le paiement. Hein. Bon, l'histoire du jour n'a rien à voir avec les papillomavirus ou les diables de Tasmanie. En janvier 2013, un homme de 41 ans, appelons-le Michel, se présente à l'hôpital en Colombie avec une grosse fatigue, une fièvre, une toux persistante et une importante perte de poids. Les images tomographiques révèlent la présence de nombreux nodules, c'est-à-dire des grosseurs anormales caractéristiques des tumeurs, dans le foie, les poumons et les ganglions cervicaux. Pendant les mois d'observation, les lésions au niveau pulmonaire et hépatique restent stables, mais les masses au niveau des ganglions grossissent jusqu'à 5 cm.
L'état clinique de Michel se détériore et malheureusement, malgré différentes tentatives de traitement, il décédera en mai de la même année. Lors des différentes biopsies sur les ganglions, les médecins observent des cellules prolifératives avec toutes les caractéristiques des cancers, désorganisant et envahissant les tissus sains alentour. Là où il commence à se gratter la tête, c'est que ces cellules sont anormalement petites. Elles font entre 5 et 6 micromètres, alors que les cellules humaines font entre 10 et 30 micromètres. De plus, elles sont négatives à la présence de protéines humaines habituellement retrouvées dans les cellules cancéreuses. Et la surprise est totale lorsque les analyses ADN tombent. Ce cancer n'est tout simplement pas humain. Alors non, c'est pas un cas d'abduction par des extraterrestres, non en fait c'est une forme maligne de cellules d'Hyménolepis nana. Merci Patrick. Bon en effet, il y a quand même des raisons d'en avoir marre, puisque l'Hyménolepis nana, c'est un ver parasite intestinal aussi appelé le ténianin. Après ingestion des œufs par de l'eau ou de la nourriture contaminée, les oncospères contenus dans ces œufs sont libérés et pénètrent entre les cellules intestinales pour se développer en larves cysticercoïdes. Ils retournent ensuite dans l'intestin où ils vont utiliser leur scolex. Et c'est quoi un scolex? Eh ben c'est cette petite bouille trop mignonne avec un crochet et 4 bouches suceuses qui vont s'accrocher à ta paroi intestinale. Et avec ça, le ténia, il devient ton nouveau meilleur ami, il est pas prêt de te lâcher. Ouais, pas comme cette peste de Camille de la 5ème C. Et donc, au chaud dans ton intestin, petit ténia deviendra grand et produire des segments caractéristiques qui se détachent et se désintègrent, libérant de nouveaux œufs qui peuvent contaminer l'environnement. Via le caca donc. Lavez-vous les mains, merci. Bon, mais comment on passe d'une infestation au ténia à un cancer? Normalement, il y a virtuellement pas de risque que ça arrive. Déjà parce que les cellules du ténia ne sont pas censées rentrer profondément dans l'organisme. Oui, parce que l'intérieur de notre tube digestif fait en fait partie du milieu extérieur. On est des tubes sur pattes quoi. Mais aussi parce que si c'était le cas, elles seraient prises en charge par le système immunitaire. Sans rentrer dans les détails, le système immunitaire c'est tout un tas d'outils de notre corps, le soi, pour se défendre. Il va repérer tout ce qui fait pas partie de nous pour le tuer et l'éliminer. Le non-soi, que ça soit des organismes étrangers ou des cellules de notre corps anormales ou infectées. Par exemple, on a différents types de globules blancs qui patrouillent dans notre corps via le sang et la lymphe. Selon leur type, ils peuvent éliminer directement les organismes extérieurs, ou alors des cellules anormales ou infectées, ou produire des anticorps pour aider à neutraliser ces assaillants. Et si tu veux en savoir plus, je te conseille vivement la chaîne d'Un peu pointu. C'est une super chaîne qui aborde le sujet très clairement. Bon, en tout cas, notre pauvre Michel, il avait pas seulement un parasite et un manque de bol certain, mais depuis 2006, il était également atteint du VIH, pour virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus est responsable du sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise, et une des raisons pour lesquelles il est si difficile à combattre encore aujourd'hui, c'est qu'il s'attaque justement à des globules blancs de type lymphocyte T4. Ces cellules sont très importantes au début de la réponse immunitaire. Elles vont repérer les éléments du non-soi et activer les autres cellules du système immunitaire. Le VIH détruisant les lymphocytes T4, il va rendre les malades immunodéprimés. Non pas qu'ils soient tristes de jouer au Uno, mais leurs défenses immunitaires sont très affaiblies. Donc Michel, il a attrapé le VIH, qui a entraîné le sida et affaibli ses défenses immunitaires. Des années plus tard, il a aussi chopé un ver parasite. Ça aurait pu en rester là, mais malheureusement, quelques cellules malignes de son ténia ont migré dans son corps, ayant pu échapper à la surveillance du système immunitaire très faiblard. Ayant trouvé des spots sympathiques, ces cellules se sont divisées et ont formé des tumeurs qui ont fini par avoir la peau de Michel. Il est donc décédé d'un cancer qui n'était même pas humain. Et je sais pas toi, mais moi cette histoire, même si elle finit tristement, je la trouve juste complètement folle. Sur ce, je te promets solennellement qu'il n'y aura pas de mort dans le prochain Incellulo. Mais avant ça, je te retrouve vite pour une nouvelle vulgarisation vulgaire d'Excuse My French. Des bises, à la prochaine!